45e sommet de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Accra au Ghana. Le tarif extérieur commun, l'accord de partenariat économique, la santé, les défis sécuritaires au Nigeria et au Mali en sont les questions phares. Ibrahim Boubacar Keïta est présent à Accra. Fini la polémique sur le maintien ou non de la CENI. 37 formations politiques sur les 48 présentes à la réunion de concertation avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ont voté pour son maintien, 10 contre et 1 abstention. Nous sommes jeudi 10 juillet et déjà 11e jour du mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le fonctionnement du tarif extérieur commun au sein de la CEDEAO va entrer en vigueur dès le 1er janvier 2015. Cette mesure doit faciliter la mise en œuvre d'un accord de partenariat économique régional avec l'Union européenne. L'information a été donnée ce matin à l'ouverture du 45e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Une rencontre à laquelle prend part le président de la République. Envoyés spéciaux Brahima Koulibaly et Amadou Sankaré. Il s'agit au cours des travaux de ce 45e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de faire le point des tâches à exécuter dans les mois et années à venir. C'est ainsi que le président de la commission de l'organisation a informé les chefs d'État de l'évolution de certains dossiers. Le fonctionnement du tarif extérieur commun de la CEDEAO, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015, devrait grandement faciliter la mise en œuvre de l'APE régional. Au niveau de la Commission, nous sommes en train de mener les actions nécessaires visant à assurer l'application du tarif extérieur commun par tous les États membres au 1er janvier 2015. En ce qui concerne la création de la zone monétaire unique, la mise en œuvre de la feuille de route que vous avez adoptée a connu une avancée significative. Un autre objectif de fierté nous vient du courage et de la sagesse dont vous avez tous fait montre, Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, face aux crises au Mali et en Guinée-Bissau. Soyez-en encore une fois remerciés. Parlant toujours du Mali, le ministre algérien des Affaires étrangères a laissé entendre qu'on peut compter sur ce pays pour relever le défi de la paix. Il est clair aujourd'hui que cette jonction que nous faisons, Algérie, CEDEAO, autres amis du Mali, est de bon augure pour l'activation du processus de dialogue intermalien inclusif. Et comme je vous le disais au début de mon propos, je suis très optimiste. Qu'en est-il des négociations ou des pourparlers qui auront lieu très bientôt en Algérie? Nous les préparons très activement et je crois que un soutien de la part de la CEDEAO, comme il y en a eu de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies, sera là pour justement encourager les partis maliens, encourager les gouvernements de la région à ne ménager aucun effort pour transcender une conjoncture difficile et être au rendez-vous de l'histoire. Enfin, les chefs d'État ont examiné la situation de la fièvre Ebola dans l'espace CEDEAO. À la fin du huis clos qui a réuni les chefs d'État, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est félicité de la marque de sympathie de ses pairs qui lui ont réitéré leur soutien pour le retour définitif de la paix au Mali. Il est également revenu sur les avancées constatées dans certains accords économiques obtenus par la CEDEAO. Ibrahim Boubacar Keïta au micro de nos envoyés spéciaux. On a eu un très bon sommet. Beaucoup de solidarité à la nord du Mali, vous l'avez entendu. Et je crois que nous sommes parfaitement en accord avec nos frères. Et c'est un confort pour la poursuite de ce qui est entrepris au Mali aujourd'hui, dont chacun a compris l'importance des enjeux qui sont aujourd'hui les nôtres. Je l'ai dit, ce n'est pas un problème uniquement malien, c'est un problème mondial aujourd'hui auquel nous faisons face. Et tout ce qui veut concourir à une solution heureuse est très bienvenu. Ainsi, l'initiative algérienne a été très bien accueillie par nos frères, c'était attendu et c'est bon et c'est encourageant
pour ce qui va s'ouvrir bientôt en Alger. Donc, ce sommet également a confirmé la bonne santé économique de notre communauté. Notre intégration va de l'avant. Les perspectives de croissance sont également très très heureuses. Vous voyez bien un pays comme le nôtre qui réputait alors il y a un taux de croissance de 1,7 en 2013. Nous avons une prévision de 6,5. Ça c'est une très bonne chose. Et si également nous avons l'accalmie sur le front du Nord, c'est l'embellie pour le Mali. Inch'Allah. Donc très bon sommet. Le gouvernement ici à Bamako, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers étaient réunis cet après-midi à la primature pour leur réunion mensuelle. C'était sous la présidence du Premier ministre Moussa Mara. Au menu des échanges, l'évolution de la situation politique, sécuritaire et économique de notre pays. Il s'agissait également de préparer la 4e réunion internationale de suivi de la conférence de Bruxelles. Et cette réunion doit permettre de relancer les décaissements des appuis budgétaires décalés par le Fonds monétaire international, et cela jusqu'au mois de septembre, nous dit Bourama Traoré. Autour du Premier ministre Moussa Mara, certains membres du gouvernement et ceux de la Troïka. Entendez là les partenaires techniques et financiers. Une rencontre mensuelle qui vise à échanger sur les préoccupations de l'heure. La présente porte sur la situation politique et sécuritaire, les processus de réconciliation nationale au Mali. Sur la table également, le point de discussion entre le Fonds monétaire international et le gouvernement relatif au programme d'appui budgétaire. Là, on a discuté de notre aide-mémoire de Washington et puis on a fait le point de où est-ce qu'on en est par rapport aux engagements additionnels qu'on a pris pour mettre en place un certain nombre de textes réglementaires pour compléter notre dispositif réglementaire au niveau de la passation de marché, de la comptabilité publique et puis de la loi de finances. Donc on a échangé de ça et puis les audits aussi, comme vous savez, monsieur le Premier ministre a décidé de mettre en chantier des audits avec l'assentiment du président de la République. Nous avons pensé que c'était bien que, dans la mesure où nous pensons que c'est les textes peut-être qui sont en cause dans ce qui s'est passé, il était bon que quelqu'un d'autre, un œil tiers, regarde ce qui s'y passe. Et à ce niveau aussi, on a fait le point de ces audits qui ont démarré avec le bureau du vérificateur et avec la Cour suprême. Et tout cela va dans le bon sens et puis on espère avoir ces rapports avant la mission de septembre. Au mois de septembre se tiendra également à Paris la 4e réunion internationale de suivi de la conférence de Bruxelles. Une réunion qui fera notamment le point de l'état de mise en œuvre des engagements réciproques. Le Mali et ses partenaires préparent activement la rencontre de Paris. Un rendez-vous qui doit permettre d'ouvrir la voie à d'autres bailleurs de fonds pour renouer avec le décaissement des abus budgétaires. On a discuté, n'est-ce pas, de comment on va échanger à Paris en fin du mois de septembre sur, n'est-ce pas, le processus de Bruxelles qui a permis et qui a accompagné, n'est-ce pas, le redémarrage, n'est-ce pas, de l'activité politique et économique au Mali. Donc, ce travail-là est conjoint. On se met d'accord sur un certain nombre de priorités et ensuite nous mobilisons soit les ressources financières, soit les connaissances en termes d'assistance technique, de manière à permettre au gouvernement d'agir, d'obtenir des résultats. En tout cas, le gouvernement du Mali entend honorer tous ses engagements, notamment la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la délinquance financière, la réconciliation nationale et bien d'autres. Restons avec le Premier ministre et c'est dans une ambiance des plus conviviales que le Premier ministre Moussa Mara a reçu tôt ce jeudi une quarantaine de jeunes leaders d'associations et réseaux de jeunes de notre pays conduits par Alun Gueye, porte-parole de la délégation. S'exprimant au nom de l'ensemble de ses camarades, le porte-parole de la délégation a salué la disponibilité du chef du gouvernement à écouter la jeunesse du Mali et surtout à partager avec elle les grandes préoccupations de la nation que sont entre autres la gestion de la crise au nord du Mali, le processus de réconciliation nationale, le chômage des jeunes, l'assainissement des grandes villes, la sécurité des biens et des personnes, et l'hivernage et les sinistres qu'il occasionne chaque année. Je vous le disais dans les titres, la CENI avec ses démembrements vient d'être reconduite dans ses fonctions par la majorité des partis politiques présents à la rencontre de ce jeudi avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Sur 48 formations politiques, 37 sont
pour le maintien de la CENI, 10 autres partis sont contre et une abstention. L'occasion a été donnée au haut représentant du président de la République pour un dialogue inclusif pour faire le point de ses activités après ses tournées au Burkina Faso et en Mauritanie. Daouda Sidiki Diarra. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Dans un premier temps, avec les partis politiques, il s'agit de la prise de contact du haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif et enregistrer dans un second temps les avis des représentants des partis politiques sur le maintien de l'actuel CENI et ses démembrements. Après avoir rencontré les groupes signataires de l'accord préliminaire à Ouagadougou et en Mauritanie, Modibo Keïta est sorti du formalisme en venant faire le point de ses activités aux hommes politiques. Il m'a paru nécessaire, à l'étape actuelle, de m'entretenir avec les formations politiques. Le président de la République m'a fait l'honneur de le représenter dans le cadre des pourparlers inclusifs. Je dois avouer qu'il y avait une espèce de confusion. Parce qu'à cette époque, certains vocables circulaient, se télescopaient, les uns parlaient de pourparler, les autres parlaient de dialogue. Alors il fallait faire la part des choses. Les précédentes crises ont été réglées avec le Mali, mais avec le pays voisin, l'Algérie. Mais celle-là a prévu que le Mali soit assisté par la force des choses par la communauté internationale. Donc ça ne pouvait plus se passer comme avant. Il y avait plusieurs acteurs. Il fallait donc procéder à l'inventaire des acteurs et de façon, si vous voulez, souterraine à l'identification des intérêts de chacun et à bâtir une stratégie nationale. Pour aboutir à un accord de paix et un dialogue inclusif, le haut représentant du président de la République a élaboré une feuille de route avec l'ensemble de ses collaborateurs afin de mener à bien sa mission. Ma feuille de route, ce n'est qu'une proposition et seul le gouvernement du Mali et les groupes armés vont l'adopter. Mais nous avons souhaité vivement qu'il en soit ainsi. Je vous ai dit d'entrée de jeu que le traitement inégalitaire des mouvements armés a été signalé. Et je sais qu'il y a une tendance à exclure ce qu'on dit. Bon, vous n'avez pas pris les armes contre l'État du Mali, donc on vous exclut. Comme s'il fallait prendre les armes contre l'État du Mali pour être considéré. Bon, donc on est conscient de ça. En ce qui concerne le deuxième temps fort de la rencontre, 48 partis politiques présents se sont prononcés sur le maintien ou non de l'actuel CENI et ses démembrements. Sur les 48 partis politiques qui se sont prononcés sur la question, argument à l'appui, 37 ont opté pour son maintien. 10 ont proposé son renouvellement. Et un parti politique s'est abstenu. En conséquence, les partis politiques demandent le maintien de l'actuel CENI et de ses démembrements jusqu'aux prochaines élections communales. La société civile s'est engagée aussi à maintenir ses représentants au sein de la CENI. Elle est chargée de suivre et de superviser les prochaines élections communales et régionales dont la date n'est pas encore fixée. Le gouvernement du Mali et la Banque africaine de développement échangent sur les priorités en matière de développement. C'est à la faveur d'un séminaire conjointement organisé par le gouvernement et la BAD. L'agriculture, les infrastructures, l'éducation, la santé figurent en bonne place. Youssouf Diakité, compte rendu. Le gouvernement du Mali et la Banque africaine de développement revisitent leur coopération. Ici, c'est pour engager les discussions sur les secteurs prioritaires pour les autorités maliennes. L'objectif est surtout de définir les grandes orientations de la future stratégie de la BAD en s'appuyant sur les leçons de la stratégie transition. Nous allons également nous pencher sur les questions de gouvernance et de secteur privé. Et puis nous avons un certain nombre d'angles d'attaques différents en prenant en compte évidemment le genre, les aspects de vulnérabilité et de fragilité,
sur lesquels nous allons travailler et les aspects de climat, environnement et changement climatique. L'idée est d'arriver à une croissance inclusive, c'est-à-dire qui vraiment prenne tout le monde en compte, mais également verte. L'investissement actuel au Mali, je pense dans les 800 milliards de francs CFA. Presque tout est prioritaire pour le gouvernement du Mali, l'agriculture, la santé, l'éducation, la formation professionnelle. Le PRED qui a permis d'accompagner le Mali à la suite de sa sortie de la crise, et là nous en profitons pour remercier la BAD pour vraiment son leadership pendant tout le temps qu'ils ont été chefs de file et maintenant chefs de groupe macroéconomique pour aider le Mali à émerger de cette difficulté. Ce qui nous a valu d'être gratifiés des ressources dont vous savez déjà le point de décaissement aujourd'hui. Nous vous en savons gré et nous disons que cette stratégie vient juste à la fin. 2015-2017 en réalité, je pense qu'en 2014, mi-2015, on va clôturer le PRED normalement. Donc dans ces conditions, c'était important qu'on marque cette pause et qu'on regarde qu'est-ce qu'on a achevé ensemble. Les discussions sont fondamentalement focalisées sur le contexte actuel du pays, contexte social, économique, politique et surtout sécuritaire. La Banque africaine de développement reste donc convaincue que la reprise économique est désormais une réalité au Mali. Avant de poursuivre ce journal, ce décret de l'Assemblée nationale, ce décret portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret 2014-0250 PRM du 5 avril 2014 portant nomination du Premier ministre, à la demande du Premier ministre, décrète. Article 1er. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le lundi 14 juillet 2014. Article 2. L'ordre du jour de la session extraordinaire porte sur l'examen de projets de loi portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation et du contrôle des services publics, modificative de l'ordonnance numéro 2013-021 PRM du 3 décembre 2013 portant loi des finances pour l'exercice 2014, portant loi uniforme relative au taux de l'intérêt légal, portant loi uniforme relative à la définition et à la répression de l'usure, portant modification de la loi numéro 2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux lois des finances, modifiant la loi numéro 06-044 du 4 septembre 2006 modifiée, portant loi électorale, portant statut de l'opposition, modifiant la loi numéro 2012-007 du 7 février 2012 portant code des collectivités territoriales, modifiant la loi numéro 96-025 du 21 février 1996 portant statut particulier du district de Bamako, déterminant les modalités de promotion de l'égalité de chances d'accès des hommes et des femmes aux fonctions électives et nominatives au Mali, autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Bamako le 4 avril 2013 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement BID en vue du financement de projets d'achèvement de l'extension et de la modernisation de l'aéroport international de Bamako-Sénou, autorisant la ratification de l'accord ISNA signé à Bamako le 4 avril 2013 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement BID en vue du financement du projet d'achèvement, en vue du financement du projet réseau de large bande nationale du Mali, portant ratification de l'ordonnance numéro 2013-017 PRM du 25 novembre 2013 autorisant la ratification de l'accord de mandat signé à Jeddah en Arabie Saoudite le 21 novembre 2012
entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement concernant les équipements dans le cadre du projet de financement de la centrale électrique de Balengue 2, autorisant la ratification du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique adoptée à Nagoya au Japon le 29 octobre 2010, portant création de la Direction nationale du tourisme et de l'hôtellerie, portant création de l'Agence de promotion touristique du Mali, portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-066 PRM du 21 janvier 2014 portant création de la Haute Autorité de la Communication. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. C'était donc là le décret portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Une importante délégation parlementaire conduite par le deuxième vice-président, l'honorable Amadou Cham, a séjourné récemment à Nouakchott en Mauritanie. Le deuxième vice-président de l'Assemblée était porteur des messages du président de l'Assemblée nationale à son homologue de la Mauritanie. La délégation a eu une séance de travail avec le président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie et le deuxième vice-président avec sa délégation ont eu également des entretiens fructueux avec le ministre des Affaires étrangères, la forte colonie malienne en Mauritanie. Le ministre de la fonction publique chargé des relations avec les institutions a été reçu ce matin en audience par le président de la Cour suprême. Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre de la bonne compréhension et la bonne entente pour faire bien marcher les institutions de la République qui relèvent de son département. Mahamadou Doumbia, compte rendu. Rencontrer les présidents des institutions, discuter avec eux pour une meilleure collaboration et une bonne entente dans l'accomplissement des différentes fonctions, c'est le motif essentiel de cette audience avec le président de la Cour suprême. Après une audience à huis clos, le président de la Cour suprême a bien apprécié cette entrevue qui aura duré plus d'une quarantaine de minutes. Dans un état de droit démocratique comme le Mali, au-delà de la séparation classique des pouvoirs, il est important qu'il y ait des relations au quotidien avec les responsables qui animent ces institutions, parce que c'est vrai qu'il faudra avoir des institutions fortes, mais ces institutions fortes aussi doivent être animées par des personnes, des responsables qui ont le désir de travailler ensemble pour le bien de la nation. Ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions, Boucar Moussa Diarra se dit confiant, eu égard à la compréhension mutuelle qui a prévalu lors de cette rencontre, notamment pour bien faire marcher son département. J'étais allé proposer au président de la Cour suprême, comme aux autres, qu'on réfléchisse sur la mise en place d'un cadre de concertation de toutes les institutions qui travaillent avec l'État et de travailler de façon que les relations puissent aussi prendre en charge, intégrer de façon très forte notre humanisme. Parce que la République, c'est vrai, nous avons des institutions qui se regardent, mais je pense que les institutions doivent se parler, non pas de façon frontale ou de façon administrative, mais les hommes qui les animent doivent aller au-delà de cela. Après la fin de cette audience, le président de la Cour suprême a profité pour faire découvrir au ministre la maquette de la Cour suprême dotée d'une salle d'audience de 1000 places, actuellement en chantier à Banakabougou, pour une durée d'exécution de 3 ans. Le ministère des Mines porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale du décès de 2 personnes et plusieurs blessés hier mercredi 9 juillet aux environs de 10 heures à Salamale. Salamale, c'est une localité située à 100 km de Bamako dans le cercle de Kangaba suite à l'effondrement d'une galerie d'orpaillage
traditionnelles. Aussitôt informé, le ministre des Mines a donné des instructions pour faire toute la lumière sur cet incident. Le président de la Fédération nationale des orpailleurs du Mali s'est rendu sur les lieux du drame. Le ministre des Mines rappelle que c'est dans un souci d'éviter de tels incidents que l'arrêté interministériel portant interdiction de l'activité de l'orpaillage pendant l'hivernage a été pris et le cours du 15 mai au 30 octobre 2014. Le ministre déplore que malgré les différentes missions de sensibilisation, certaines pratiques d'incivisme demeurent. Il en appelle à la responsabilité de tous les acteurs pour le respect de cet arrêté interministériel. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est élu sur le terrain. Maître Muntagatal a visité l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest de UCAO de Bamako. Satisfait du travail fait il y a 7 ans, aujourd'hui, les autorités de l'UCAO ambitionnent la création, outre les sciences de l'éducation, le droit, communication, journalisme et la philosophie. Alpha Meiga était présent. C'est à Hamdallah, dans la cour du lycée Prosper Camara, que se trouve l'UCAO de Bamako. Entendez là l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur les lieux vise un seul objectif, s'enquérir du fonctionnement de l'établissement. Un établissement qui, depuis sa création il y a 7 ans, avec 15 étudiants, compte aujourd'hui plus de 400, encadrés par 200 professeurs. Nous partons satisfaits par ce que nous avons vu. Cette université, c'est le condensé de l'intégration africaine avec 17 nationalités, avec un ratio de 50% filles-garçons, avec le système LMD qui est déjà en application, avec des œuvres universitaires de bon niveau et des ratios étudiants-professeurs qui sont plus qu'acceptables. Pratiquement 1 pour 2. Si le ministre Maître Muntagatal est satisfait du travail, c'est l'occasion pour les responsables de l'UCAO d'évoquer quelques difficultés. Nous avons un problème de personnel permanent. D'autres contraintes, il faut construire en même temps. Nous avons un site de 40 hectares qui a été facilité par l'État malien. S'agissant des ambitions, il n'en manque pas à l'UCAO. Cela pour mieux former les communicateurs de demain. Avoir des partenariats parce que tous les étudiants ne peuvent pas prendre en charge leur propre formation. Les sciences de l'éducation, le droit, la communication et le journalisme, la philosophie sont les différentes filières enseignées à l'UCAO de Bamako. L'université ouvrira dès la rentrée prochaine la filière économie et gestion. Près de 2 milliards de francs CFA, c'est le montant de la contribution de la République fédérale d'Allemagne pour la sauvegarde et la réhabilitation des manuscrits de Tombouctou. L'annonce a été faite ce matin au cours d'une conférence de presse qui avait pour cadre le ministère de la Culture. La conférence a réuni les acteurs du département de la culture, ceux de l'enseignement supérieur, ainsi que le représentant de l'UNESCO au Mali. Reportage Modibo Soiré. Cette conférence de presse conjointe en Mali-Allemagne élargie à l'Institut Ahmed Baba de Tombouctou et à l'ONG Savama vise à informer l'opinion publique sur les décisions prises par les participants lors de la conférence internationale de Berlin sur la sauvegarde des manuscrits de Tombouctou. Cette rencontre qui s'est tenue du 18 au 19 juin dernier dans la capitale allemande. Les manuscrits anciens de Tombouctou sont le témoignage d'un riche patrimoine écrit reflétant les connaissances scientifiques, philosophiques et théologiques qui ont fait la grandeur de la cité des 333 saints. L'Allemagne, à travers les fonds du ministère des Affaires étrangères et la fondation réputée Gerda Henkel, va contribuer lors de l'année courante 2014 650 millions de francs CFA pour le processus. Les partenaires en total contribueront à peu près 2 milliards de francs CFA les 2 prochaines années pour le processus. Cet engagement de l'Allemagne s'inscrit dans une longue tradition de coopération culturelle qui remonte depuis l'arrivée du chercheur allemand Erich Barth dans la région de Tombouctou en 1853. Je salue ici l'engagement de l'Allemagne auprès du Mali pour œuvrer à une meilleure gestion des manuscrits en termes de sauvegarde, de protection et de promotion. La conférence stratégique de Berlin
a permis de créer une véritable synergie dans le public et le privé, l'administratif et l'associatif pour soutenir les efforts énormes fournis pour aider à conserver les manuscrits jusqu'à leur retour à Tombouctou et au-delà. À travers cette conférence de presse, l'Allemagne et le Mali réitèrent une fois de plus leur appel à la mobilisation internationale pour sauvegarder les manuscrits anciens de Tombouctou, un pan important du patrimoine universel. L'Union européenne lance une nouvelle mission d'assistance aux forces de sécurité du Mali, dénommée ECAP. Forte d'environ 80 personnes, cette mission va former et assister les effectifs de la garde nationale, de la police et de la gendarmerie. La délégation de l'Union européenne a rencontré la presse pour expliquer le mandat de cette mission. Et Alousseni Touré était présent. Après l'EUTM orienté vers la formation des forces armées du Mali, l'Union européenne vient de lancer l'ECAP, une nouvelle mission qui va prendre en charge la formation des policiers, gendarmes et gardes du Mali. La mission, qui a un mandat initial de 2 ans renouvelable, est conduite par Albrecht Konz, un diplomate rompu à la tâche et connaissant parfaitement le terrain. Nous sommes là pour une durée de 4 ans avec le concours de nos amis maliens à la tête de la gendarmerie nationale, de la police et de la garde nationale. Nous avons défini un cadre dans lequel nous voulons vous appuyer pour réformer vos 3 corps de sécurité intérieure pendant ces 4 années. Et nous voulons faire ceci par la voie du conseil à haut niveau et par la voie de la formation et de l'entraînement pour tous les cadres de ces 3 corps. Le CAP va travailler étroitement avec la MINUSMA, le gouvernement et tous les acteurs impliqués dans l'assistance au Mali pour une sortie de crise. L'objectif ultime étant la stabilisation du pays à long terme. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vient de participer à 2 rencontres sur la lutte contre la mortalité maternelle néonatale et infantile aux États-Unis et en Afrique du Sud. Le ministre a également pris part du 2 au 3 juillet dernier à la réunion ministérielle d'urgence sur la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest à Accra, au Ghana. Les pays de la CEDEAO souhaitent mobiliser $2 millions pour lutter contre le virus Ebola. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est au micro de Moussa Fane. Je commençais par Washington où il y avait une réunion sur invitation de l'USAID autour du sujet de la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Il y a 2 ans, c'est-à-dire en 2012, il y avait une réunion importante dont le terme avait été Call to Action, appel à l'action. Et 2 ans après, il fallait retrouver le pays, faire le point de ce qu'on a pu faire. Johannesburg, c'était la 2e étape de mon voyage. C'était autour du même thème. Et la dernière étape, c'était à Accra. Vous savez qu'il y a une épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest depuis le mois de mars. L'OMS a jugé utile de convoquer une réunion avec tous les ministres de la Santé de la CEDEAO. La réunion a permis de passer en revue la situation de la lutte dans les pays touchés et la situation de la prévention dans les pays non encore touchés et de dégager ensemble une stratégie commune qui sera mise en œuvre dans chaque pays avec des lignes directrices communes. Il est prévu la création d'un centre sous-régional qui sera basé en République de Guinée pour faciliter l'endiguement de l'épidémie. Et en même temps, les pays qui ne sont pas touchés ont aussi reçu des consignes. Pour le moment, le Mali n'est pas touché, mais quand même de veiller aux mesures d'hygiène. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, lui aussi, vient d'achever une visite de travail de 5 jours à l'invitation de son homologue du Maroc. Au Maroc, les 2 ministres ont longuement échangé sur les expériences de leur pays en matière d'organisation judiciaire. Plusieurs thèmes ont été abordés, dont celui sur la justice transitionnelle, l'indépendance de la magistrature, l'administration pénitentiaire et les réformes judiciaires en cours au Mali et au Maroc.
Le médiateur de la République informe la population de l'ouverture de la 19e session d'interpellation du gouvernement. Les interpellations peuvent être déposées au siège de l'institution à Bamako Amdalaï ACI 2000, au gouvernorat des régions et aux délégations régionales du médiateur de la République, cela à partir du 1er juillet jusqu'au 30 septembre 2014. La pharmacie populaire du Mali a tenu son 78e conseil d'administration. C'était ce matin. Au cours de cette session, il a été question du nouveau contrat-plan État pharmacie populaire du Mali pour la période 2014-2016 en cours de signature. Rachel Tessougué, compte rendu. Une référence de qualité et de services publics de proximité, c'est la nouvelle vision de la pharmacie populaire du Mali. C'est dans cette dynamique qu'un nouveau contrat-plan État-PPM est en cours de signature. Ce contrat devrait permettre de créer les conditions d'une meilleure accessibilité des populations à des médicaments de qualité et à des coûts encore plus bas. Le contrat-plan permet de regrouper les besoins de toutes les formations sanitaires publiques, y compris les clients administratifs, pour avoir des volumes très importants permettant de disposer des produits de qualité à des prix intéressants. Aujourd'hui, nous avons des prix bas, mais nous pouvons faire encore mieux. Les effets collatéraux de la crise sociopolitique n'ont pas épargné la PPM durant l'année 2013, mais les experts estiment que cela n'a pas empêché la pharmacie d'assurer l'essentiel de ses missions. La pharmacie populaire du Mali a été en mesure d'alimenter pendant l'année 2013, dans un contexte encore très difficile, toutes les régions du Mali avec efficience, sauf pour les régions de Gao, Tombouctou et Kidal, qui n'étaient approvisionnées par nos soins que chaque fois que l'environnement sécuritaire était propice. La représentation régionale de la PPM à Mopti a subi les aménagements et extensions nécessaires pour devenir un pôle de distribution des produits aux régions de Gao, Tombouctou et Kidal. Le ministre de la Réconciliation nationale à la tête d'une forte délégation est depuis ce matin à Mopti, première étape d'une tournée qui le conduira dans les zones post-conflit Kona et Douanza. À l'ordre du jour, c'est de porter le message de paix et de réconciliation et recueillir les préoccupations des populations. Envoyés spéciaux Moussa Arimega et Tchédji Kamara. Au cours de cette visite du ministre de la Réconciliation nationale, les messages de paix et de réconciliation nationale. Les missions de son département, mais aussi et surtout la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, dont un bureau sera ouvert à Mopti dans les tout prochains jours. Soumis aux questions des populations, le ministre Zahabi Ould Sidi Mohamed a vite compris qu'ici les préoccupations ont pour nom insécurité résiduelle, le vol de bétail, l'insécurité alimentaire, tout comme les accords attendus des négociations entre mouvements armés et le gouvernement du Mali à Alger. Ce qui est sûr, c'est que ces négociations, le gouvernement et le président de la République est déterminé que ce soit fait de façon transparente, madame. Et on n'aura pas à signer un texte tant qu'on ne l'a pas expliqué aux gens. Parce qu'on a l'expérience que la meilleure manière de faire appliquer un accord, c'est d'abord de l'expliquer à la population et de créer des mécanismes de concertation de manière que tout le monde sache de quoi il s'agit. Autre précision. L'Algérie a déjà pu réunir tous ces mouvements qui étaient à Ouagadougou, ils étaient 4, aujourd'hui ils sont 6. Ils ont sorti deux textes, un qui s'appelle plateforme et l'autre qui s'appelle déclaration, dans lesquels ils renouvellent leur attachement à l'unité, à l'intégrité territoriale du Mali et à la laïcité de l'État. Ce séjour du ministre en région de Mopti a permis de rencontrer les autorités politiques et administratives, les autorités religieuses et surtout les notabilités qui ont continué à prier et continuent de prier pour le Mali, mais aussi et surtout dans un processus où les griots du Mali entendent désormais jouer toute leur partition. Nous sommes dans notre rôle. Au Mali, vous savez, dans le début de la nuit des temps, on dit Maliba, Maliba. En ce moment où on disait Maliba, il n'y avait pas l'ENA, il n'y avait pas l'INSUP, il n'y avait pas la pénétration coloniale. Mais il y avait l'homme. Il y avait l'homme dans son ensemble, et cet homme-là avait pour pionnier, avait pour mandater les Nyamakala.
On est venu leur dire, premièrement, il faut la paix. Le Mali est un pays de paix. Le Mali est un grand pays. Pour les autorités de Mopti, au-delà de la volonté d'aller à la paix, les attentes sont toujours là. Nous assistons actuellement dans la ville de Mopti à la recrudescence vraiment d'un grand banditisme. Et le second problème, c'est par rapport à la crise alimentaire. Depuis 2011, nous avons connu quelques difficultés par rapport à l'hivernage. Mopti signifie un peu rassemblement. C'est donc au nom du rassemblement que la ville de Mopti entend donner à la réconciliation toutes ces lettres de noblesse, donner un contenu comme elle l'a fait lors des rencontres préparatoires en 1992 des accords de paix entre le Mali et le mouvement et Front unifié de l'Azawad. Le monde célèbre demain 11 juillet la journée mondiale de la population et le thème retenu cette année est investir dans les jeunes. Le ministre de la Planification, de l'Aménagement du territoire et de la population dans un message met l'accent sur le rôle d'une jeunesse bien entretenue dans l'œuvre de construction nationale. Nous vous proposons, c'est un extrait du ministre Cheikh Seydi Ahmadi Diawara. Le message a été recueilli par Ba Traoré. Près de la moitié des 7 milliards de personnes dans le monde sont des jeunes de moins de 25 ans, dont plus de 90% vivent dans les pays en développement comme le nôtre. Sur le milliard de jeunes à travers le monde, nombreux sont ceux qui sont privés de l'instruction, de la liberté et des opportunités indispensables pour s'épanouir et contribuer à l'essor de leur communauté. La population malienne, selon les enquêtes démographiques de 2009, est évaluée à 14,5 millions d'habitants avec un taux annuel moyen de croissance de 3,6%. 65% vivent en milieu rural et ne sont que peu alphabétisés. Seulement 27,7% savent lire et écrire. Quant aux jeunes de moins de 25 ans, ils sont au nombre de 9,4 millions, soit près de 65% de la population. La politique nationale de population adoptée en mai 1991 a retenu comme objectif majeur la maîtrise de la croissance démographique en adéquation avec la croissance économique à travers 2 leviers essentiels qui sont l'accélération du processus de développement, la maîtrise progressive de la fécondité. Le Parti citoyen pour le renouveau a 9 ans. Cet anniversaire a été l'occasion pour le président du parti d'échanger avec les hommes de médias sur son parti et la vie politique du Mali. En qualité de parti libéral, cette activité du PCR a enregistré la présence, la participation des représentants d'autres partis libéraux, RDR de Côte d'Ivoire et de l'ADF RDA du Burkina Faso. Mamourou Sidibé. Le découragement n'est pas PCR. C'est en ces termes que le président du parti a introduit sa conférence de presse. Une conférence organisée à l'occasion du 9e anniversaire du Parti citoyen pour le renouveau PCR. En fin d'exposé, le président du parti, Ousmane Benfana Traoré, a répondu aux questions des journalistes relatives au parcours de son parti. Nous avons participé à pratiquement tout le processus électoral depuis 9 ans. Cela est un point qui est très important. Le PCR, en tant que parti, a participé également à l'ensemble des rencontres organisées par l'international libéral partout dans le monde. Nous avons été présents également aux rencontres du réseau libéral africain et nous avons fait bénéficier les jeunes de plusieurs formations. Nous avons également fait des efforts pour que notre parti continue à être de plus en plus visible. Notre parti continue à être là chaque fois que le Mali a besoin que sa voix soit portée. Aussi, la vie politique du pays n'a pas échappé aux journalistes. Nous pensons aujourd'hui que notre pays a besoin qu'on renforce notre espace démocratique. C'est pour cela que nous tenons à continuer à développer notre parti, à développer notre option politique libérale. Parce que pour nous, c'est cela qui va permettre demain d'aider ce pays et d'apporter, comme nous l'avons toujours dit, plus d'emplois, plus de ressources, plus de liberté. Le président Ousmane Benfana Traoré s'est réjoui du bilan de son parti qui compte en son sein 5 maires et plusieurs conseillers.
Lancement des activités du projet de promotion de l'aménagement durable des forêts africaines. Le projet initié depuis 2004 a commencé de mettre en place des groupes nationaux de travail dans les pays membres du dit projet. Le Mali ayant adhéré en 2011 et il s'agira pour les gestionnaires du projet de constituer le groupe national de travail du Mali. Adama Koulibaly. Plusieurs espèces de bois des forêts africaines sont en voie de disparaître avec l'exploitation abusive et incontrôlée des populations. C'est le constat fait par les spécialistes de la gestion de nos forêts. La conférence de Rio de Janeiro de 1992 qui a jeté les bases de la gestion durable des forêts, dont le bilan 20 années après a été fait il y a 2 ans dans cette même ville, apprenait le concept de participation dans la gestion durable des forêts. Mais dans la pratique, comment mettre en œuvre cette participation? Les 10 pays membres du projet ont déjà mis en place leur GNT et ont élaboré leur norme nationale de gestion durable des forêts de façon consensuelle. Nous estimons que les nouveaux pays membres de l'OIBT, donc le Bénin et le Mali, devraient emboîter le pas à leur devancier dans ce processus. Il s'agissait à travers cette rencontre des responsables des services des eaux et forêts avec l'appui de la coordination régionale du projet conjoint Organisation africaine du bois OAB et Organisation internationale des bois tropicaux OIBT de mettre en place le groupe national de travail de la gestion des forêts de notre pays. Un groupe qui va activement s'impliquer dans les activités du projet avec l'identification des indicateurs de la gestion de nos forêts. Mettre en œuvre les programmes d'apprentissage en chaudronnerie, tuyauterie, soudure et organiser le domaine de formation de ces corps de métier, ce sont là, entre autres termes de convention qui vient d'être signé entre la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et le Centre de promotion de métiers de la chaudronnerie, de la tuyauterie, Negeblon, Sizanyamana. Nouroum Sissoko était présent. Cette signature de convention vient concrétiser un partenariat dans le domaine de la formation professionnelle entre 2 parties. Il s'agit de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, et le Centre de promotion des métiers de la chaudronnerie et de la tuyauterie, CPMCT Negeblon. Ce partenariat vise à promouvoir les métiers comme la chaudronnerie, la tuyauterie et la soudure. Cela par la mise en œuvre de programmes de formation et d'apprentissage qui répondent aux besoins des entreprises. Conformément à la présente convention, la Chambre de commerce et Negeblon s'engagent ensemble à l'identification et l'évaluation des besoins de formation des entreprises en chaudronnerie, tuyauterie et soudure. D'une durée de 3 ans, cette convention de partenariat devra permettre à la CECIM, à travers son appui financier, de renforcer les capacités opérationnelles de Negeblon. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour ne pas vous décevoir et réaliser nos objectifs communs. Ces objectifs sont de 4 ordres en résumé. C'est de former des jeunes, ceux qui sont derrière, et des actifs en cours d'emploi. Organiser l'apprentissage axé sur l'alternance en impliquant les entreprises, l'État et les centres de formation et assurer un financement durable du système d'apprentissage dans l'industrie. Promouvoir l'emploi par diverses mesures fiscales et réglementaires. Créé en 2009, le Centre de promotion des métiers de la chaudronnerie et de la tuyauterie Negeblon a formé 324 ouvriers et compte actuellement 40 apprenants. Il assure la formation initiale au métier pendant 2 ans. Quant à la formation continue, elle s'étend sur 1 semestre. L'ONG Al-Farouk a remis ce matin des vivres à 180 familles vulnérables. Cette donation s'inscrit dans le cadre du lancement de sa campagne Ramadan Solidarité. Cette campagne, qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de Ramadan, va concerner 2500 familles démunies pour un montant de 150 millions de francs CFA. Sokona Kamisoko. C'est parti pour la campagne Ramadan Solidarité de l'ONG Al-Farouk sur toute l'étendue du territoire. Cette campagne de distribution de dons de vivres devra profiter à 2500 familles démunies. La première tranche a touché 180 familles. Chaque famille doit bénéficier 50 kg de mil et 25 kg de riz, 5 kg de sucre et 2 litres d'huile. Comme ça, un coût total à 150 millions. On attend aussi et peut avoir de plus pour aider nos frères et nos sœurs
des Maliens qui ont besoin. On a plusieurs donateurs dans les pays arabes à l'extérieur, tels que l'Émirat, au Qatar et au Koweït, et de donateurs en dehors de l'Afrique et l'Asie aussi. Les autorités présentes à la cérémonie ont salué cette initiative de l'ONG Al-Farouk. Selon elle, ce don devra satisfaire les besoins alimentaires des bénéficiaires durant ce mois béni de Ramadan. La distribution de céréales aux fidèles traduit sans nul doute la volonté manifeste de l'organisation Al-Farouk au Mali, en collaboration avec les autorités communales, de renforcer la chaîne de solidarité entre les musulmans. De telles initiatives doivent être encouragées et poursuivies. L'ONG Al-Farouk entend également apporter des repas aux fidèles musulmans au moment de la rupture du jeûne dans 80 mosquées à travers le pays. Cette opération s'étendra jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Plus de 27 millions de francs CFA, c'est le geste que le PDG de Ranggold Resources vient de faire aux couches vulnérables de Bougouni, Koumantou, Sanzo et Sikasso. Marc Bristow, à la tête de son traditionnel rallye du cœur, vient de séjourner dans la zone minière de Sanzo. Nous retrouvons le reportage de Bambi Idrissa Touré. 11 150 000 francs pour les femmes fistuleuses de Sikasso, 7 millions pour l'association des personnes handicapées de Koumantou et de Sanso, 4 350 000 francs pour les femmes de Bougouni victimes de la crise de 2012 et 5 300 000 francs pour le centre d'accueil pour la protection et l'éducation des enfants en situation difficile et aide ménagère. C'est cette coquette somme que la Fondation Nos Vies en Partage vient de mettre à la disposition de ces couches vulnérables. You know, it's just about giving back in Africa sometimes. Nous forçons la main à toutes les entreprises qui bénéficient de notre activité pour mettre la main à la poche. Et cet argent, nous le donnons, nous le distribuons aux individus, aux hommes et aux femmes. Goes to special causes. Un geste de solidarité qui contribuera à renforcer les capacités de prise en charge et d'entretien, d'où la joie des bénéficiaires. Le sentiment que j'ai cet après-midi, c'est un sentiment de joie, un sentiment de bonheur et un sentiment que je n'arrive pas à décrire réellement en ce temps difficile que nous traversons. Et les autorités locales et administratives de s'allier ces tenants de solidarité avant d'inviter les bénéficiaires à faire bon usage de ces dons. Voilà, mesdames et messieurs, avant de refermer définitivement ce journal, en rappel, ce communiqué du ministère des Mines sur l'incident survenu le jeudi 3 juillet à Kobada. Le ministre des Mines informe l'opinion nationale qu'au cours d'une mission de surveillance dans le cadre de l'application de l'arrêté interministériel d'interdiction de l'orpaillage en saison des pluies, une équipe de la gendarmerie nationale s'est heurtée à une violente opposition armée d'environ 1 millier d'orpailleurs décidés à ne pas se plier à cette mesure. Les affrontements ont causé 2 morts dont un gendarme et un orpailleur et fait 14 blessés dont 9 gendarmes et 5 orpailleurs. Les dégâts matériels sont aussi importants, se caractérisant par le saccage des installations de l'unité pilote de la société AGG, de ses bureaux ainsi que du stock de carburant. À la date d'aujourd'hui, les investigations en cours ont permis l'interpellation de 56 personnes. Les enquêtes continuent sur le terrain en toute sérénité et avec professionnalisme afin de déterminer les causes de l'incident et situer toutes les responsabilités. En prélude à l'application de l'arrêté interministériel d'interdiction de l'orpaillage pendant la saison des pluies, le département des mines a organisé plusieurs missions d'information et de sensibilisation dans toutes les zones concernées. Des sketchs et des documentaires télévisés ont été produits et sont passés en boucle sur cette même chaîne, le RTM, à l'endroit de la population en général et des acteurs du secteur en particulier,
afin d'informer, de sensibiliser tous et chacun sur les nouvelles dispositions prises par les autorités. Le ministre des Mines rappelle que pour mieux associer la population à la gestion de l'orpaillage, le législateur a voulu encadrer, organiser et décentraliser cette activité à travers la récente lecture du Code minier qui fut adopté il y a juste 2 ans, c'était le 27 février 2012. Toujours dans le souci de mieux organiser le secteur, le ministre des Mines est à pied d'œuvre pour organiser un forum national sur l'orpaillage au mois d'août. Les résultats de ces assises donneront certainement des orientations nouvelles et permettront un meilleur encadrement de l'activité. Enfin, le ministre des Mines rassure l'opinion publique nationale que toutes les mesures seront prises pour apporter toute la lumière requise sur cet incident en toute responsabilité, en toute transparence, en toute fermeté, mais dans le respect strict des lois de la République. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, Kadiatou Kone prendra le relais. Et pour les éditions du soir, ce sera une présentation de Amara Malé Diallo. Merci, excellente nuit à tous. Demain, ça va être plutôt le 13e jour du mois béni de Ramadan. Excellente nuit, au revoir.